il y a un graphe assez intéressant à voir, c'est la cote de popularité d'Erdogan depuis le début de l'année. Alors que la tendance était quand même nettement en baisse depuis 2 ans, il reprend depuis le début de l'année 5 points dans les enquêtes d'opinion, de façon quasi concomitante avec le début de la crise ukrainienne. Et c'est vrai qu'il y a une impression de succès diplomatique qui s'enchaîne pour Erdogan, avec des poignées de main en Arabie Saoudite, des contrats signés aux Émirats Arabes Unis, et à 2 reprises des délégations russes et ukrainiennes accueillies sur le sol turc pour trouver une résolution au conflit ukrainien. La guerre ukrainienne a changé la donne. Dans un contexte international extrêmement tendu, cela sert le président. Il excelle dans les crises. Il est très mobile. Ce qui est étonnant parce qu'il n'y a pas si longtemps, Erdogan était en froid avec à peu près tout le monde. En 2017, il avait accusé Angela Merkel d'avoir recours à des pratiques nazies. En 2019, il avait sérieusement agacé ses alliés de l'OTAN en achetant des systèmes antimissiles S-400 à la Russie. Encore en 2020, il avait invité les Français à se débarrasser au plus vite du problème Macron. Les relations étaient tout aussi gelées avec par exemple les Émirats Arabes Unis car leurs intérêts divergeaient au Moyen-Orient et depuis 2018, la Turquie était aussi en crise avec l'Arabie Saoudite et surtout son prince héritier Mohammed Ben Salman, considéré comme celui qui a ordonné l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi sur le territoire turc au consulat d'Istanbul. Et depuis quelques mois, c'est le grand virage à 180 degrés. Erdogan a félicité le chancelier Olaf Scholz pour sa prise de fonction et l'a invité à Ankara en mars, a tout autant congratulé Emmanuel Macron après sa réélection, il redevient fréquentable auprès de ses amis de l'OTAN, le président a rencontré Mohammed Ben Salman à Riyad le 28 avril et promet une nouvelle ère entre les 2 pays, même chose aux Émirats dont il a obtenu plusieurs milliards d'euros de contrats. Alors d'où vient ce revirement et est-ce qu'il est vraiment lié à la guerre en Ukraine ? Comme c'est un président qui ne fonctionne pas sur la base d'une théorie des relations internationales extrêmement précise, il peut se permettre des demi-tours très rapides, voire brutaux. Je crois que c'est une de ses forces au président turc, son habileté géopolitique. C'est un homme de crise. À l'intérieur du pays, ça flatte bien sûr la partie des électeurs qui votent pour le président Erdogan, mais le poids extrêmement négatif de la situation économique actuelle est très largement prédominant sur ces considérations stratégiques. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour comprendre toute cette agitation diplomatique de la Turquie, c'est que le pays est dans une grave crise économique depuis maintenant plus d'1 an et demi. Des prix qui s'envolent sur les marchés, du jamais vu depuis 20 ans. Et une monnaie qui dégringole face au dollar. Recep Tayyip Erdogan a-t-il pris la mesure de la crise qui enfonce le clou dans le cercueil des plus démunis ? Ce sont surtout les jeunes qui souffrent, les étudiants passent des diplômes qui ne valent plus rien. Si Dieu le veut, l'inflation baissera dès que possible, telle a été l'incantation du président turc. En avril, l'inflation a atteint 70% sur 1 an, une spirale incontrôlable qui remet en cause ce qu'avait fait le succès d'Erdogan depuis son arrivée au pouvoir en 2003, ses bons résultats économiques. Mais la très grande concentration des pouvoirs d'Erdogan est passée par là. Avec la présidentialisation du système qui a donné actuellement lieu à une autocratie, tout est centralisé aux mains du seul président qui n'est pas forcément compétent pour diriger tous les domaines du pays. La Turquie a en fait toujours manqué de 2 choses, de ressources énergétiques parce qu'elle n'a pas de pétrole et de financements extérieurs. Alors quand vous êtes déjà depuis longtemps dans une crise inflationniste telle, quand vous prenez les contre-coups de la crise pandémique et quand en plus vous avez les conséquences de la guerre en Ukraine, la corde que vous avez autour du cou commence à être très serrée. Elle a entrepris cette recomposition de ces relations régionales avant la guerre, à cause des possibilités de financement que cela offrait. Il y a des processus en cours, certains sont très coûteux. Par exemple, avec le récent voyage en Arabie Saoudite, il a fallu oublier l'affaire Jamal Khashoggi parce que la situation économique est proprement désastreuse en ce moment. D'un point de vue géopolitique et militaire, là par contre les gains sont plus nets pour Erdogan, qui était considéré il n'y a pas si longtemps comme l'élève perturbateur de l'OTAN. La guerre en Ukraine, qui est toute proche sur l'autre rive de la mer Noire, a permis une remise à plat. Erdogan a rapidement fermé aux navires russes l'accès à ces 2 détroits, celui du Bosphore et celui des Dardanelles. Ça lui a donné aussi la possibilité de revenir de bonne manière au sein de l'OTAN. Erdogan a aussi pu renforcer sa diplomatie du drone, ce qui par ailleurs est vraiment la spécialité des Turcs, les drones.
Petit aparté, on ne parle pas de ces drones-là, avec un petit bruit très agaçant, mais bien de ces drones-là, équipés de missiles ou de bombes, et figurez-vous que leurs drones les plus connus, les Bayraktar, ont même une chanson à leur gloire sur les réseaux sociaux ukrainiens. Mais, et c'est très important, Erdogan soigne aussi sa relation avec Poutine. Il n'a pris aucune sanction directe contre la Russie, il n'a pas fermé son espace aérien aux avions russes, et il n'a pas envoyé de soldats turcs pour renforcer les contingents de l'OTAN en Europe de l'Est. L'idée d'Erdogan, c'est un peu de dire « je monte patte blanche à l'OTAN, je ménage quand même ma relation avec Vladimir Poutine, j'essaye d'utiliser cette position d'équilibre pour trouver un dialogue entre l'Ukraine et la Russie, et ainsi je redore mon blason sur la scène internationale et je me fais bien voir de mes propres citoyens, les Turcs. » 4 heures de discussion entre délégations ukrainiennes et russes, et pour la première fois, selon le médiateur turc, des avancées. Les progrès les plus importants depuis le début des pourparlers ont été réalisés aujourd'hui. La Turquie a mis en scène très efficacement 2 réunions, mais comment peut-on imaginer que la Russie veuille faire un accord de paix ou voire simplement un cessez-le-feu sous l'égide d'un pays important de l'OTAN? Ce que dit Marc Pierini, en fait, c'est que l'effort de facilitation de dialogue est louable, mais que pour l'instant, il n'a pas apporté grand-chose. Et c'est un peu ce qui se dégage de notre enquête vidéo. Derrière cette vitrine diplomatique de réussite, les gains tangibles, qu'ils soient économiques ou politiques, pour Erdogan sont finalement assez faibles, et le problème pour lui, c'est qu'il y a une présidentielle en 2023. Face à lui, l'opposition s'est unie pour proposer grosso modo un tout sauf Erdogan, et pour l'instant, le président sortant accuse un très large retard dans les enquêtes d'opinion. Dans ce passé récent, le parti du président ou le président lui-même était en retard de quelques points. Et donc, si je puis dire familièrement, les ficelles électorales habituelles ont suffi. Il y a du bourrage dur, on ferme des bureaux de vote dans des régions rurales hostiles au pouvoir en place. Mais aujourd'hui, le fossé, c'est d'au moins 10% et c'est quelquefois de plus près de 15% que de 10%. Et actuellement, il croit encore que la polarisation sera porteur pour lui et il croit encore que c'est payant de travailler tous les sentiments nationalistes et islamistes et au détriment de l'autre pôle qu'on peut appeler des laïcs, des libéraux, tout ça. Il croit que c'est à son profit. Il y a beaucoup de monde qui s'oppose au président Erdogan. C'est nouveau. Vont-ils tenir dans la distance? Pour le moment, ils sont dans une situation favorable. Et parallèlement, la guerre offre aussi à Erdogan une sorte de diversion pour accentuer la répression qui était déjà en cours depuis plusieurs années en Turquie. Le 25 avril dernier, le milliardaire Osman Kavala a été condamné sans preuve à la prison à vie. Le 12 mai, une chef de l'opposition a été condamnée à 4 ans de prison ferme. Et le lendemain, un autre leader de l'opposition a été arrêté 24 heures seulement après sa libération, ce qui laisse entrevoir à quoi va ressembler la Turquie pendant l'année qui nous sépare de la présidentielle.